Por sus selvas tropicales, las etnias feroces que habitaron y aún habitan esa tierra, los piratas que poblaron sus mares con lingotes de oro y joyas robadas, por el ron y otros derivados del azúcar, la comida, criol, la diversidad de sus ritmos, de sus culturas y de sus lenguas, hay pocas regiones del mundo tan míticas como el Caribe. Fue en esa zona geográfica donde inició la conquista de América. Las aguas de ese mar, así como sus costas, fueron el escenario en el que portugueses, españoles, holandeses y británicos se disputaron las riquezas extraídas de nuestro continente. Después de exterminar a los indígenas de las islas, los europeos importaron de África personas esclavizadas en cantidades inimaginables, de modo que el Caribe alberga hoy una de las diásporas africanas más importantes del planeta. Las migraciones no han cesado ni siquiera en el presente y es por esa razón que el Caribe es actualmente una zona geográfica con una mezcla y una diversidad inusuales para su tamaño. Esperamos que reconozcas en nuestra revista la humedad ambiental y el sabor astringente del salitre, pero también la rabia que generan las invasiones y las dictaduras, la opresión, la pobreza, el hambre y la desesperanza. Esperamos que los programas de este verano sean para ti un viaje, no la travesía superficial del turista, sino uno de esos viajes que nos devuelven a casa transformados y que son sin duda los que más valen la pena. Bienvenidos una vez más al programa de la revista de la universidad. Seguimos lamentando la expansión de la pandemia, pero al mismo tiempo aprovechando las circunstancias de comunicación a distancia para conectar con gente al exterior de México que nos puede aportar visiones diferentes, visiones más frescas a nuestras conversaciones. En este caso, vamos a recibir, más bien estamos recibiendo, y ella nos está recibiendo, nos recibimos mutuamente con Aneta Vete Congoló. Ella es investigadora en letras, lingüística y filosofía, originaria de la Martinica, en las Antillas Francesas. Ahora es profesora de tiempo completo en el Baldwin College, allá en Maine, en Brunswick, donde imparte literatura, cultura e ideas de África y el Caribe. Tiene un foco muy particular en la oralidad y vamos a hablar de eso. Ha publicado y coordinado varios libros sobre la interoralidad y la presencia africana en el Caribe. También tiene su obra poética. Y bueno, le voy a dar la bienvenida. Aneta, soyez la très bienvenue sur les écrans mexicains. Merci, c'est un véritable plaisir pour moi que d'être en votre compagnie. Merci de m'avoir invitée et j'attends avec beaucoup d'impatience la suite de notre rencontre. Super. Écoutez, on va commencer par le plus simple. Disons, quand on parle des Caraïbes, on parle de quoi? On pense à une géographie, à un passé en commun, une société, aux plantations, à l'esclavage. Dans les études des Caraïbes, vous faites partie, je pense, d'un département qui s'inscrit dans des études des Caraïbes. On parle de quoi comme espace? Ben, je suis surtout dans un département de langue romane, de langue et de littérature romane. Donc, on se penche plutôt sur des questions qui concernent eh bien, les, les littératures en langue romane, en espagnol, en italien, en français, et pas tant que cela de la Caraïbe en particulier. Il se trouve que je suis, moi, dans cette branche de recherche où la Caraïbe est centrale parce que c'est un territoire d'investigation. Alors, je ne sais pas exactement comment répondre en une phrase ou deux pour situer ce dont on parle de manière générale dans les études caribéennes, parce que il me semble qu'il s'agit d'un territoire vaste. Hein. Je parle du champ de la discipline, c'est pratiquement une discipline. Et la Caraïbe étant multiple, et ce qui est signalé par la multitude de langues qui y sont parlées, les études qui y sont afférentes ont tendance à se calquer sur cette multitude-là, culturelle et linguistique. Donc, il y aura des questions qui vont prédominer dans des territoires où l'on parle peut-être l'espagnol, l'anglais, etc. Et encore. Mais de manière générale, je ne sais pas s'il s'agit d'une manière générale, mais en tout cas, il semble qu'il y ait une perspective qui reste encore extrêmement importante, c'est la perspective historique.
Que cette perspective soit traitée dans la discipline historique elle-même ou dans d'autres disciplines comme les disciplines de la philosophie ou d'autres champs de recherche comme la littérature, par exemple, ou les études culturelles, la question de l'histoire reste prédominante. Mais on parle également beaucoup de littérature parce que la Caraïbe est un territoire extrêmement riche sur le plan métaphysique, sur le plan idéal, c'est-à-dire qu'elle produit un socle culturel, un socle d'idées très important et très souvent véhiculé à travers la littérature. Donc, on parle beaucoup de littérature également. On parle de développement économique, de rapprochement entre les différents territoires de la Caraïbe, de rapprochement plus ou moins politique, c'est-à-dire d'espace qu'on pourrait créer pour qu'il y ait une coopération plus importante, non seulement sur le plan culturel, mais également sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan politique, entre les différents pays de la Caraïbe. D'accord, je pense qu'on peut revenir un peu sur l'aspect historique que vous mentionnez. Et vous notez par exemple dans votre ouvrage sur l'interoralité caribéenne, d'ailleurs on reviendra sur le terme interoralité, mais vous notez que l'histoire des Caraïbes se fonde sur une ignominie indicible, non, celle que Alexis de Tocqueville aurait décrit comme une blessure à l'humanité. Donc j'imagine qu'on parle d'esclavage. Oui, absolument, absolument. J'utilise le terme esclavagisation pour signaler le fait qu'il s'agit d'une action. On a tendance à l'oublier. C'est une action qui a été perpétrée. Et si elle a été perpétrée, si elle a été une action, cela veut dire qu'elle a été commise, cette action, par un système, par des individus. Et on a tendance à perdre cela de vue. Et donc, puisqu'il s'est agi d'une action, il s'est aussi agi de quelque chose d'organique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette action se sont produits certains éléments. Et lorsqu'on utilise le terme esclavage, c'est un terme qui renvoie à une idée de fixité, de quelque chose qui a été fixe, alors que non, c'est bien le contraire. Cela n'a pas été fixe. Ce qui a été fixe, c'est l'action en elle-même, c'est-à-dire l'action qui a consisté à vouloir démanteler une partie de l'humanité. C'est beau et terrible cette idée qu'on esclavise tous les jours. C'est-à-dire on recommence tous les jours à esclaviser. C'est un peu ça ce que vous voulez dire? Esclavager. Ce que je veux dire, c'est que le terme esclavage a tendance à masquer le système à partir duquel cette action a été perpétrée. Parce que c'est un terme qui, dans sa rigidité, porte à une impression de fixité. Alors oui. Alors qu'il s'est agi de quelque chose qui a été en marche et en marche pendant très longtemps. Et cela est important, selon moi, lorsqu'on considère cette histoire particulière qui s'est déroulée en Amérique. Je pense que si on pourrait peut-être reprendre cette histoire de la particularité de cette esclavagisation, enfin de cette action de mettre des gens en esclavage, qui est plus, enfin, c'est quand même quelque chose qui existe dans le monde, qui malheureusement existe aussi aujourd'hui, qui a existé par exemple aussi, un grand exemple c'est les États-Unis, mais bon, on a eu ce phénomène, enfin cette action dégradante, ignomieuse dans beaucoup d'endroits. Mais je voudrais reprendre un de nos collaborateurs dans la Revista de l'Universidad, Francisco Serratos, nous dit que l'origine de la situation actuelle des Caraïbes n'est pas l'arrivée des Européens, mais de la canne à sucre, de l'importation de la canne à sucre et donc de la plantation. Que ce serait là peut-être la spécificité de l'horreur de base sur laquelle se construit cette blessure, non, cette blessure à l'humanité qu'est les Caraïbes. Que pensez-vous?
il me semble que la spécificité de cette esclavagisation est qu'elle a été fondée dans une notion qui n'avait pas cours au préalable. C'est la notion raciale qui déborde très amplement sur le fait raciste. Et c'est ce qui marque l'esclavagisation américaine. Il est vrai que le phénomène plantationnaire, le fait qu'il y ait eu des plantations pour la Caraïbe de canne à sucre essentiellement, pour le continent et spécifiquement les États-Unis de coton, marque cette histoire également. Et qu'à l'intérieur de cet espace plantationnaire vont se commettre de parfaites ignominies. C'est là qu'une partie de l'humanité va renoncer à son humanité. Et l'humanité blanche va renoncer à son humanité en commettant cette ignominie, là, dans la plantation. Donc, la plantation, je suis d'accord avec cet historien, est très importante. Mais je pense que elle n'est pas l'unique situation qui démarque l'esclavagisation américaine des autres types d'esclavagisation du monde, puisque vous avez commencé par nous rappeler que l'esclavagisation est presque inhérente à l'humanité de tous ces temps. L'être humain, de tous ces temps et dans tous ces espaces, l'être humain n'a jamais hésité à vouloir dominer. Mais celle-là, en particulier, cette forme d'esclavagisation a eu cette spécificité que l'on ne retrouve pas ailleurs, qui est d'avoir été, de s'être inscrite dans la notion de race, dans la notion de race supérieure et inférieure. Et donc, tout son caractère découle de cette idéologie et de cette spécificité-là qui va déborder sur des conséquences extrêmement graves pour l'humanité. On va faire une pause, mais je vais rester sur ce beau retournement que vous faites, c'est-à-dire que c'est en esclavagisant, c'est en essayant de dénuer d'humanité la diaspora africaine qui a été importée pour travailler. Ce n'est pas la diaspora africaine qui a été dénuée d'humanité, mais le blanc qui fait l'esclavage, qui se déshumanise. C'est un retournement que je pense qui est très beau et très juste. Et je pense qu'on va revenir beaucoup sur justement cette tentative de faire silence sur l'humanité à travers le langage ou la prohibition du langage des Africains. Alors, je fais une pause. Nos vamos de pausa y volvemos con Aneta Vete Congolí. Estamos de vuelta con Aneta Vete Congoló. Estábamos hablando de la terrible historia del Caribe de las plantaciones, de la esclavitud o de la esclavización, como lo propone ella. Et Aneta, je pense que la présence physique de l'Afrique est très visible dans les Caraïbes, c'est-à-dire c'est dans la couleur de la peau. C'est-à-dire il y a une mixité, un mélange racial. Au Mexique, on prend ce mot avec beaucoup plus de pincettes qu'aux États-Unis, par exemple. Mais disons que racialement, l'Afrique est très présente, physiquement. Et pourtant, quand on parle des Caraïbes, on parle des Caraïbes hollandaises, des Caraïbes anglaises, françaises. Pourquoi utilise-t-on encore cette origine européenne? Est-ce à cause des langues que l'on y parle? Et ces langues sont-elles uniquement donc européennes? Elles portent l'idéologie européenne uniquement? L'Afrique est-elle effacée? Non, elle n'est pas effacée parce que vous venez de dire qu'elle est présente physiquement, mais j'ajouterais qu'elle ne l'est pas seulement physiquement de manière très visible, elle est présente fortement métaphysiquement. Et c'est dans ce domaine qu'elle a surtout œuvré pour que ne meure pas l'humanité en Amérique, parce que l'humanité devait disparaître en Amérique puisqu'elle était attaquée, l'humanité. Elle a subi bien des coups
justement à travers cette histoire d'esclavagisation. Et donc, on parle de la Caraïbe en la dénommant fragmentairement en fonction de l'entité européenne qui aura colonisé donc la Caraïbe hollandaise, française, etc. Bon, il me semble que cela participe tout simplement du système dominant en place, hein. Et que cela relève d'une complexité qu'il faut tenter de désembrouiller avec discernement. Le système est en place. Il ne prédomine pas seulement dans la Caraïbe, mais sur la planète. C'est un système qui découle précisément de l'histoire de la colonisation. Dans la Caraïbe, il y a eu les deux sortes d'histoires, colonisation et esclavagisation. Il ne faut pas l'oublier, on a tendance à regarder la Caraïbe seulement du point de vue de la colonisation, mais la colonisation n'a pas été accomplie seule. Dans la Caraïbe, elle a été conjointe avec l'esclavagisation. Sur le continent africain, par exemple, il n'y a pas eu d'esclavagisation du type de l'esclavagisation américaine. Donc, lorsqu'on fait référence à la Caraïbe, il faut garder cela à l'esprit parce que si on ne garde pas cela à l'esprit, on passe à côté des complexités des situations caribéennes ou de la situation caribéenne. Donc, ce système colonial qui s'est mis en place et qui a travaillé inlassablement pour se consolider et se rendre pérenne, et le système qui demeure aujourd'hui et qui fait que des valeurs qui prédominent sont des valeurs plutôt européennes, et cela inclut les États-Unis également, hein. Quand je dis Europe, j'entends Europe européenne et l'avatar de l'Europe qui est les États-Unis, hein, essentiellement. Et c'est un système qui se tient et qui travaille farouchement à se consolider, à se maintenir en place. Et le regard à travers lequel on a tendance à déchiffrer notre univers est un regard qui est lourdement enrobé de préceptes et de percepts européens. Donc, voir l'espace caribéen à travers ce regard également, où il va être l'espace fragmenté en fonction de l'entité européenne qui aura colonisé, fait partie de ce système en place. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est de continuer à travailler pour proposer autre chose et faire qu'il y ait un plus grand équilibre, non seulement dans les perceptions, mais également dans la nomenclature. Vous parlez justement pour l'espace français, qui est l'espace duquel vous êtes originaire et que vous étudiez plus largement. Il y a le créole que l'on dit le créole de racine française, le créole français. Vous proposez un créole qui soit français-africain. Qu'est-ce qui change dans cette nomenclature? Qu'est-ce qu'on peut faire surgir de là? Ce qui change, c'est deux choses, la justesse et la justice. La justesse de l'appellation pour la langue, pour traduire la langue, pour la qualifier, et puis la justice tout simplement parce que à partir d'erreurs commises dans les analyses sur la langue créole, au moment où l'on commence à travailler sur la langue créole au début du XXe siècle, mais un peu avant également au XIXe siècle, pas de manière formelle, mais en tout cas dans tous les rapports qui sont écrits à l'intérieur de la colonisation, par ceux-là qui sont créolophones dans les territoires créolophones, donc que ce soit à Haïti, en Martinique ou en Guadeloupe et en Guyane, on présente cette langue d'une manière spécifique, selon laquelle, eh bien, soit il s'agit d'un petit nègre parce que cette langue est parlée par une masse de nègres, ou même si elle est aussi parlée par les Caribéens blancs, soit on présente cette langue comme une langue à base lexicale française. Donc, on choisit de considérer le créole à partir de sa base lexicale. Et évidemment, puisque le français est la base lexicale du créole, on va émettre l'idée durable et durablement que c'est une langue qui
qui découle, qui est une sorte d'excroissance de la langue française de manière simple. Et dans les travaux que j'ai pu effectuer, je me suis rendu compte que si en effet le français constituait la base lexicale première de la langue créole, la métaphysique du créole, en plus de sa syntaxe, mais cela avait déjà été institué comme savoir, mais en tout cas sa métaphysique est africaine et qu'on ne parle pas de sa métaphysique. Donc on parle de son lexique, des mots qui composent la langue et pas forcément de ceux qui sous-tendent ces mots et qui donnent à ces mots un sens et un corps. Et donc, restituer la vérité par une appellation plus juste, donc participer de la justesse qui va aussi faire justice, ça a été mon entreprise à travers cette appellation que je propose d'appeler cette langue ce qu'elle est, une langue, le créole français africain. Il y a deux choses, peut-être on n'aura pas le temps de parler des deux, donc il faudra choisir. Il y a la première, c'est la symétrie qu'il y a entre la spécificité du français face à l'autre apport qui est africain, c'est-à-dire ce n'est pas Swahili ou Ewe, mais africain, c'est-à-dire c'est un tout, un conglomérat. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ce serait une des perches que je vous tends. Et la deuxième serait, si vous voulez nous raconter plutôt, ce petit nègre, j'ai trouvé super intéressant dans vos ouvrages la manière dont se construit la syntaxe de cette langue appelée petit nègre, qui est la vision européenne de comment les peuples africains en fait parlent, d'une manière simplifiée, un peu plus lourde. Donc, que choisissez-vous de prendre? Les deux sont intéressants. Peut-être qu'on peut commencer par le dernier commentaire ou la dernière question. Le petit nègre, en fait, c'est du petit blanc. Parce que Oui, ce pas les Africains nègres dans la plantation qui vont parler les premiers cette langue. Ce sont les esclavagistes français blancs qui vont simplifier la langue à outrance parce qu'ils sont persuadés que la complexité n'est pas du ressort de ceux qu'ils esclavagisent. Donc, c'est un petit blanc. Donc, là encore, ce sabir, ce pidgin originel est mal nommé. Ce n'est pas du petit nègre, même si j'ai utilisé le terme tout à l'heure, c'est du petit blanc. C'est le caractère naïf à partir duquel les esclavagistes vont tenter de communiquer avec ces Africains qui sont d'origine multiple. Donc, je pense que l'autre partie de la question concernant l'Afrique qui va faire tout, l'Afrique multiple qui va devenir une par la force des choses en Amérique, mais c'est aussi le cas des Français. On dit culture française, mais ce n'est pas toute la France qui s'est déplacée du continent européen, du pays France vers la Martinique, la Guadeloupe, Haïti et la Guyane. Ce sont des parties de France. Donc, ce sont des Bretons, des Normands. Donc là aussi, c'est le même phénomène où ces Bretons, ces Normands et ces Parisiens, parce qu'il y avait beaucoup de ressortissants de Paris, vont aussi faire tout et devenir une France. Donc, alors que sur le territoire français spécifiquement, ils seront morcelés parce qu'ils seront effectivement bretons, effectivement normands, avec une caractéristique, une identité territoriale et régionale très profonde et très spécifique. Dans la colonie américaine, eh bien, ces Bretons, ces Parisiens, ces Normands vont devenir français. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Il faut se souvenir que à la Révolution française, on parle du XVIIIe siècle, fin 18e. Très peu de gens qui n'étaient pas parisiens, enfin tous les Marseillais qui montaient vers Paris, etc., ils ne comprenaient pas le français de Paris. C'est-à-dire que c'était vraiment d'autres langues, ils ne les lisaient pas, ne les comprenaient pas, etc. Donc c'est en quelque sorte, malheureusement le temps nous manque, une simplification de ce langage. Il y a quand même une silenciation des langages africains, mais
il y a une simplification de tous côtés, en fait, pour reconstruire une langue que vous appelez maintenant, beaucoup plus justement, je pense, du créole français africain. Oui, du côté africain, il y a une sélection, non pas une simplification, mais une sélection de phénomènes civilisationnels, culturels, viables et utiles dans l'espace plantationnaire. Ce qui va servir et ce qui va être retenu, mais ça va aussi être retenu en fonction des conditions d'existence dans la plantation. Donc c'est plus une complexité qu'une simplification. Et il est vrai que concernant la langue créole, la part africaine est très peu reconnue et est très certainement silenciée. Mais justement, avec ces travaux que j'effectue sur la langue créole, qui est un substrat fondamental pour la Caraïbe, c'est un espace de mémoire, c'est une archive, mais c'est aussi un espace philosophique extrêmement important qui nous permet de comprendre la manière selon laquelle les Caribéens et une grande partie des Caribéens, ceux qui parlent créole, conçoivent l'univers humain et l'individu humain à l'intérieur de l'univers humain. Donc, il est vrai qu'on a tendance à occulter la part africaine, mais c'est justement cette part africaine qui fait cette philosophie, principalement pour la Caraïbe. Et il s'agit d'une philosophie éthique et avec des propositions éthiques qui vont venir contrecarrer les anti-propositions esclavagistes, qui sont des propositions de destruction, de démantèlement et d'attaque de la personne humaine. Absolument. Ben, on suivra vos études parce que je pense que c'est une voie hyper intéressante que vous ouvrez, hyper riche et hyper juste. Je vous remercie beaucoup, Aneta, de Té Congolais. C'est moi. Merci beaucoup. Bueno, pues nos vamos. Hemos terminado una emisión más de la revista de la universidad. Nos despedimos y agradecemos el tiempo de Aneta de Té Congolais, quien se conecta desde el norte de Estados Unidos en el Baldwin College. Nos vemos la próxima semana. Disfruten, pásenla bien, cuídense.